Cette session, proposée par le PCNERC, est dédiée à la préparation des candidats à l'appel Advance Grants 2021. Après avoir posé le contexte et fourni quelques rappels généraux sur les appels ERC, nous examinerons en détail le processus et les critères d'évaluation, puis nous détaillerons le contenu et le rôle des différentes parties du dossier. Nous vous donnerons enfin quelques chiffres et quelques liens utiles dans le cadre d'une candidature. Commençons par quelques rappels. L'ERC restera positionné sous le nouveau programme cadre Horizon Europe au sein du premier pilier dédié à l'excellence scientifique. Sa part du budget, à savoir environ 17%, est aussi maintenue, ce qui va correspondre à environ 16 milliards d'euros pour 7 ans alloués à l'ERC. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, les budgets annuels dédiés aux appels ERC vont ainsi pouvoir continuer à progresser avec un point important pour l'avenir, qui est que ce budget sera dorénavant partagé entre 27 pays et non plus 28 suite au Brexit. Ceci doit permettre de financer plus de 230 lauréats Advance Grants chaque année, avec un taux de succès qui a voisiné jusqu'ici environ 11%. Quel est l'objectif de ces budgets ? Il s'agit de financer des projets de recherche en rupture que l'on peut définir comme étant aux frontières de la connaissance. Le seul critère d'évaluation est l'excellence scientifique, et cette évaluation est effectuée par des pairs qui sont donc eux-mêmes des scientifiques. Même si le projet va bien sûr impliquer une équipe, il est porté par un chercheur qui constitue la colonne vertébrale du projet, qualifié de PI, pour Principal Investigator, qui va donc disposer d'une autonomie financière sur 5 ans pour développer son projet. La notion de portabilité indique par ailleurs que la bourse est rattachée au PI et que celui-ci peut changer d'institution d'accueil en cours de projet. Il s'agit par ailleurs d'appels blancs, donc ouverts à toutes les disciplines, sans aucune contrainte thématique. Pour des questions d'organisation, les domaines scientifiques sont structurés en 3 champs disciplinaires, à savoir les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences physiques et de l'ingénieur. Ces champs sont eux-mêmes divisés en sous-catégories, appelées panels, qui sont actuellement au nombre de 27. Pour chacun de ces panels, l'ERC fournit une description plus précise des thématiques couvertes, comme cela est par exemple illustré ici pour le panel PE11, et ceci permet aux candidats de bien choisir leur panel et de se positionner. De manière plus spécifique, l'appel Advance Grant qui nous intéresse ici s'adresse à des chercheurs confirmés dont on attend un projet de recherche innovant et exploratoire, ce qui est au cœur de l'ERC, mais le candidat Advance doit aussi démontrer un leadership dans son domaine scientifique, ce qui passe notamment par la formation des nouvelles générations de chercheurs. Il doit aussi disposer d'éléments concrets prouvant ses compétences sur les 10 dernières années. Pour cette catégorie de bourse, le montant peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros et 1 million supplémentaires peuvent être demandés pour des raisons bien précises qu'il faut parfaitement justifier. La description détaillée des appels est disponible dans les programmes de travail qui paraissent chaque année. Les appels ERC sont maintenant bien en place, avec des grandes lignes que l'on retrouve d'une année sur l'autre, mais il y a régulièrement, bien sûr, de légères adaptations liées notamment à des évolutions de réglementation, comme par exemple sur les questions d'open science, d'éthique ou de sécurité. Le programme de travail en cours est celui de 2021 et le programme 2022 devrait être publié prochainement, très probablement vers la mi-juillet. Chaque programme de travail détaille notamment le calendrier des appels pour l'année. Pour la catégorie Advanced, la date limite de soumission pour cette année est située fin août, de manière analogue aux années récentes, mais la date limite prévisionnelle pour 2022 sera fin avril. Un point important pour un candidat ERC, c'est aussi de savoir qu'il s'engage à passer au moins 50% de son temps en Europe ou dans un pays associé. Il doit aussi consacrer un minimum de son temps de travail à son projet ERC, et ce minimum est pour la catégorie Advance de 30%, donc d'au moins 30% de temps.
Ce temps doit aussi être continu et il ne peut donc y avoir de trous sur la période des 5 ans. Quelques premiers conseils pour finir ces rappels généraux. Tout d'abord, si l'envie, mais surtout si l'idée que vous voulez mettre en œuvre sont là, n'hésitez pas à y aller. Pour que le projet soit pertinent, il est important de bien comprendre les attendus de l'appel et donc de lire les documents associés, notamment le programme de travail et le guide du candidat. Faites-vous aider, ne vous y prenez pas au dernier moment. Et à l'inverse, prenez le temps nécessaire pour faire mûrir votre projet, pouvoir le relire à tête reposée et le faire relire par d'autres, notamment d'anciens lauréats qui ont l'expérience et peuvent être de très bons conseils. Sachez écouter, mais aussi entendre les critiques et conseils, même s'ils sont contradictoires. Si quelque chose n'est pas clair, c'est sans doute que vous ne l'avez pas assez bien expliqué. Bien sûr, respectez les consignes. Et si votre projet ne passe pas la première fois, dites-vous que vous n'êtes pas le seul, que la compétition est rude et appuyez-vous sur l'expérience acquise et sur vos rapports d'évaluation pour une nouvelle tentative. Nous allons maintenant insister sur les critères et le processus d'évaluation qui vont guider la construction des documents écrits et qu'il est important de bien comprendre pour se donner les plus grandes chances de succès. Le processus de sélection se fait en 3 temps, avec pour commencer la soumission. Celle-ci a lieu en une étape, avec dépôt de tous les documents du dossier. Les dossiers éligibles, c'est-à-dire en général quasiment tous, passent ensuite en première étape, au cours de laquelle le document scientifique B1 est évalué, ce qui conduit à une première sélection. Environ un tiers des projets sont alors retenus et ils passent en seconde étape. Une nouveauté importante pour la catégorie Advanced est que cette seconde étape intégrera dorénavant une phase d'audition qui n'existait jusqu'ici que pour les candidats plus jeunes, Starting et Consolidator. Ces 2 phases d'évaluation se déroulent de manière bien spécifique, comme nous allons le détailler maintenant. Un point commun à ces 2 étapes est qu'elles reposent toutes 2 avant tout sur ce que l'on appelle les panels, qui ont un rôle central. Ces panels sont au nombre de 27 et ils correspondent aux champs disciplinaires listés plus haut. Chaque panel est constitué d'environ 16 à 18 membres, qui sont tous des scientifiques et dont les expertises couvrent la variété des thématiques du panel. Le panel est donc relativement multidisciplinaire. Ces membres siègent par ailleurs tous les 2 ans, moyennant un renouvellement d'1 tiers à chaque fois, et leur composition est rendue publique une fois l'appel terminé, ce qui permet de disposer en amont d'un appel d'une idée relativement précise de la composition d'un panel. Le panel a un rôle central dans l'évaluation et c'est notamment sur lui seul que repose la première étape de sélection. Il ne dispose à ce stade que d'un seul document, à savoir la partie B1 des projets, qui est lue en détail par 3 ou 4 membres du panel, puis la sélection est faite en réunion plénière après discussion de l'ensemble des projets soumis à ce panel. C'est aussi à cette étape que la qualité du candidat est évaluée. Les projets retenus à l'issue de l'étape 1 passent ensuite en seconde étape avec 3 grandes différences par rapport à l'étape précédente. Tout d'abord, les évaluateurs disposent encore de la partie B1, mais aussi et surtout de la partie B2 qui est une description scientifique beaucoup plus détaillée du projet. Deuxièmement, des experts évaluateurs externes sont sollicités, spécialistes du domaine, et ils rédigent un rapport qui est transmis au panel. Enfin, les candidats sont auditionnés par le panel, qui est seul à décider du classement final en s'appuyant sur les rapports des évaluateurs extérieurs, mais aussi et surtout sur l'audition et sur les discussions internes qu'ils ont entre eux, entre membres de panel. Cette audition, pour ceux qui y seront conviés, pourrait se dérouler à nouveau, si la situation sanitaire le permet, dans les locaux de l'ERC à Bruxelles, dont vous pouvez voir ici quelques photos. Pour ceux qui ne sont pas lauréats, la note obtenue après évaluation du projet conditionne la possibilité ou non de resoumettre dès l'année suivante. Ce qu'il faut retenir comme idée générale est que les candidats passés en seconde étape peuvent resoumettre dès l'année suivante, quelle que soit leur note, qui est soit A, soit B.
Par contre, les candidats ayant échoué à l'étape 1 doivent attendre 1 ou 2 ans selon la note B ou C obtenue. Un point capital est aussi de bien comprendre sur quels critères reposent les évaluations, et ces critères sont parfaitement connus à l'avance, puisque les questions précises qui sont posées aux évaluateurs sont fournies dans le programme de travail. Ces questions sont de 3 types. Il s'agit tout d'abord du caractère de rupture et de l'impact potentiel du projet. L'enjeu est donc de convaincre du caractère scientifiquement ambitieux du projet, allant au-delà de l'état de l'art. Et une notion très importante est celle du high risk, high gain, qui sous-entend un bon équilibre entre d'une part les avancées attendues qui doivent être importantes, d'autre part la prise de risque qui doit être présente puisque le projet adresse une question ambitieuse, mais ce risque doit être réfléchi et contrôlé. La seconde catégorie de critères vise les aspects plus techniques. Il s'agit notamment de la faisabilité du projet et de la pertinence de la méthodologie proposée. Tout doit être décrit avec précision et bien justifié. Viennent enfin les critères liés au candidat, à savoir sa capacité à mener un tel projet et l'adéquation entre son expertise scientifique et la proposition. Un aspect important pour les candidats à l'Advance Grants est la démonstration d'un leadership dans le domaine et d'un réel investissement vis-à-vis des plus jeunes. Sur la base de ces critères, nous avons listé ici un ensemble de questions qu'il peut être intéressant pour les candidats de se poser pour affiner leur projet. Notamment, quel verrou scientifique mon projet va-t-il lever? En quoi le projet va-t-il au-delà de l'état de l'art? Pourquoi est-ce le bon moment? Ou aussi, en quoi suis-je la meilleure personne pour répondre à l'enjeu? Les réponses à ces questions doivent pouvoir être trouvées aisément dans le projet pour convaincre les évaluateurs. Ayant compris le principe de l'évaluation, nous pouvons maintenant détailler le contenu du dossier et le rôle de chaque partie. Le dossier est constitué de 2 types d'éléments, à savoir les documents administratifs, ici en vert, et les documents scientifiques, les fameuses parties B1 et B2, déjà mentionnées plus haut, ici en orange. La partie administrative est constituée d'un formulaire à remplir en ligne et d'une partie annexe. Le formulaire en ligne intègre toutes les informations administratives liées au projet, mais aussi des éléments additionnels comme les mots-clés qu'il faut choisir avec attention car ils servent à identifier les experts. On y trouve aussi le budget qui doit être bien justifié et cohérent avec la proposition scientifique, ou encore des aspects sur les questions éthiques ou de sécurité. La partie annexe est le lieu où déposer les différents justificatifs sous format PDF, notamment la lettre d'accord de l'institution d'accueil qui doit être signée et faites en sorte de l'avoir suffisamment tôt, surtout pour un appel dont la deadline est en pleine fin de l'été. Il faut aussi savoir que les documents en annexe ne sont aucunement transmis aux évaluateurs, donc il est absolument inutile d'y glisser des documents scientifiques avec l'espoir que cela augmenterait les chances de succès de votre dossier. Pour remplir ces parties, faites-vous aider par vos cellules support qui maîtrisent parfaitement ces aspects et, de même, contactez-les le plus tôt possible. Les parties scientifiques, qui sont celles dans lesquelles vous allez décrire votre projet, sont au nombre de 2, à savoir les parties B1 et B2, qui ont chacune un rôle et une fonction bien spécifiques. Un conseil à nouveau, avant de commencer la rédaction, prenez bien le temps de mûrir le projet pour que la question centrale et la stratégie proposée soient bien claires dans votre esprit, ce qui facilitera grandement la rédaction. Vous aurez compris que la partie B1 est le seul document évalué à l'étape 1. À lui seul, il doit donc permettre aux évaluateurs d'avoir une vision d'ensemble du projet, à la fois sur son contenu scientifique et sur vous-même, le porteur. L'évaluation à cette étape ne fait par ailleurs intervenir que le panel, donc un public relativement multidisciplinaire, avec au mieux un seul spécialiste de votre domaine. D'où la nécessité d'être très pédagogique. Cette partie B1 débute par un résumé qui ne doit pas dépasser 2000 caractères et qui constitue vraiment la porte d'entrée du projet, qu'il est donc important de bien travailler pour immédiatement capter l'intérêt du lecteur et lui donner envie de lire la suite.
Vous disposez ensuite de 5 pages, ce que l'on appelle l'extended synopsis, pour convaincre les membres du panel de l'intérêt et de la pertinence du projet. Un conseil est de dérouler une histoire partant du verrou que vous vous proposez de lever, expliquant ensuite quel en est l'intérêt, en quoi il est porteur d'avancées scientifiques et comment vous pensez vous y prendre pour résoudre l'ensemble. Vous devez aussi convaincre de la faisabilité du projet et traiter de la question high risk, high gain, qui est un point important de l'évaluation, comme on l'a vu plus haut. Si vous faites relire votre projet, appuyez-vous sur vos pairs, mais aussi sur des non-spécialistes, dont le regard peut être très utile pour affiner des explications et les rendre compréhensibles, même par un large public. Vient ensuite le CV sur 2 pages, avec un template qui vous est fourni. Remplissez-le de manière à mettre en valeur tous les éléments en votre faveur et n'oubliez pas que vous vous adressez à un public d'évaluateurs étrangers. Beaucoup, si ce n'est tous, peuvent n'avoir aucune connaissance du système français. Donc évitez les jargons, expliquez, traduisez tout dès que cela le nécessite. Pour la catégorie Advanced, la question de l'encadrement et du devenir des jeunes que vous avez encadrés est aussi cruciale, donc mettez bien en valeur vos forces sur ces aspects. La partie B1 contient ensuite un tableau dans lequel vous devez lister vos financements en cours ou demandés. Ce tableau peut illustrer votre dynamisme scientifique en montrant votre rôle moteur dans de nombreux projets, mais soyez vigilant à éviter toute ambiguïté qui pourrait laisser penser que les objectifs du projet ERC sont déjà couverts, ce qui lui ôterait son caractère de rupture. Ces projets peuvent par contre apporter des preuves de concept et ainsi renforcer la faisabilité du projet ERC. La dernière section de la partie B1 est le track record, toujours sur 2 pages, qui permet d'apporter des éléments complémentaires sur votre parcours et d'insister sur vos points forts. Vous pouvez y insérer un court paragraphe sur vous-même au début, faisant ressortir les points forts de votre parcours et de vos acquis, pour fournir en quelque sorte à l'évaluateur des éléments prédigérés en votre faveur, qu'il n'aura donc pas à rechercher par lui-même. Vous devez lister une sélection de vos productions, notamment jusqu'à 10 publications, et vous pouvez les accompagner chacune d'une ligne faisant comprendre au lecteur en quoi cette publication est importante par rapport à vous-même ou par rapport à votre projet. Vous pouvez aussi insister sur vos réalisations, vos responsabilités, en vous appuyant toujours sur des éléments concrets. C'est ici, au travers du CV et du track record, que vous êtes évalué en tant que PI et que vous devez démontrer que vous êtes la bonne personne pour mener à bien le projet. La partie B2, pour sa part, n'intervient qu'à l'étape 2. Elle ne sera donc lue que pour les candidats ayant atteint ce stade. Il s'agit cette fois d'un document plus long de 14 pages qui doit décrire de manière très précise le projet scientifique. Le panel, qui est déjà en votre faveur, puisque vous êtes passé en étape 2, doit ici trouver une confirmation des promesses faites dans le B1. Et l'évaluation fait en plus intervenir ici les évaluateurs extérieurs, qui sont pour le coup des spécialistes de votre domaine, et qui vont examiner la pertinence de votre proposition de manière beaucoup plus poussée. Il s'agit donc ici de parler à des scientifiques, pour beaucoup d'entre eux experts de votre thématique, en commençant par un état de l'art ciblé et solide, permettant d'asseoir tout l'intérêt scientifique du projet dans le contexte actuel. Il faut ensuite expliquer et justifier la stratégie globale, les étapes envisagées, avec un objectif qui doit toujours rester articulé autour de la question scientifique centrale. Les descriptions méthodologiques doivent aussi être très précises, bien structurées, proposant en quelque sorte une feuille de route clé en main pour 5 ans. Les éléments de faisabilité, les niveaux de risque et la matière de les contourner, ou encore les moyens mis en œuvre, sont à discuter au fur et à mesure, pas à pas, pour consolider l'ensemble de la démonstration. Vous pouvez organiser ces explications comme vous le souhaitez, sans contrainte particulière en termes de rubrique, et en insistant avant tout sur la science que vous allez faire. Des illustrations pertinentes sont toujours bienvenues, et vous pouvez aussi insérer des graphes explicatifs, par exemple de type diagramme de Gantt, mais uniquement si cela est pertinent et sans aucune obligation.
Une fois ces documents scientifiques B1 et B2 évalués, le panel dispose de l'ensemble des rapports et c'est alors qu'intervient la phase d'audition, dont le grand intérêt est de permettre aux candidats de défendre leur projet et au panel de poser des questions pour éclaircir des points qui mériteraient de l'être. Nous ne détaillerons pas ici cette étape, mais proposerons un webinaire ciblé à ce sujet en temps voulu lorsque les candidats concernés seront invités à cet oral. Quelques chiffres et quelques messages pour finir. On peut voir tout d'abord sur ce transparent que les résultats de la France en Advanced Grants, représentés ici en bleu, sont dans la moyenne des résultats européens, avec dans les deux cas un taux de succès moyen d'environ 11%. On peut voir aussi que le taux de succès peut varier selon les années en raison de pressions plus ou moins fortes en termes de nombre de soumissions. Un point très important est aussi que le taux de succès moyen est le même quel que soit le panel. Cette stabilité, visualisée ici par la courbe verte, est obtenue par l'ERC grâce à une distribution du budget entre les panels à chaque appel qui est faite au prorata des soumissions reçues. Il n'y a donc aucune raison autre que scientifique à choisir un panel plutôt qu'un autre. Une autre donnée intéressante est celle des taux de succès aux différentes étapes d'évaluation, avec ici le détail de ces taux de succès au niveau européen pour les appels Advanced Grants depuis 2014. On retrouve tout d'abord en vert le taux global qui varie autour de 11% pour cette catégorie d'appels. On voit ensuite en gris le taux à la première étape qui, comme je vous l'ai déjà dit, est d'environ 30%. Et enfin, pour les candidats retenus à l'étape 2, on peut voir que le taux de succès approche les 50%. C'est-à-dire qu'un candidat passant l'audition a presque une chance sur deux à terme d'être lauréat. Un point sur lequel l'ERC insiste aussi régulièrement est que le taux de succès est relativement stable tout au long des fenêtres d'éligibilité. Donc même pour des Advanced Grants encore jeunes, il n'y a pas de raison d'attendre si votre projet est mûr. Et ceci est d'autant plus vrai que les taux de succès augmentent avec les resoumissions, comme le montrent les zones vert foncé sur ce graphique, qui sont d'autant plus hautes que le candidat dispose déjà d'une expérience de soumission de projet auprès de l'ERC. Pour finir, quelques liens utiles. Tout d'abord, le site de l'ERC sur lequel vous trouverez toutes les informations relatives aux appels. Vous pouvez aussi y retrouver des témoignages de lauréats, mais aussi les résumés de tous les projets financés, ce qui peut souvent être utile si vous vous interrogez sur le positionnement de votre projet par rapport à un type de panel. L'ERC a aussi mis en ligne récemment de courtes vidéos intitulées ERC Classes, avec des témoignages sur la manière de déposer un projet, et nous vous invitons vivement à les visionner. L'autre site de référence pour un candidat est celui du portail du participant sur lequel le projet sera déposé. Et nous vous conseillons d'y aller très en amont pour vous familiariser avec le site et ne pas avoir de mauvaises surprises juste avant la date limite de dépôt. Pour finir, quelques mots sur les actions que le PCN-ERC fait et sur les outils mis en œuvre pour vous aider. Il y a bien sûr avant tout notre adresse mail générique sur laquelle vous pouvez nous contacter. Il y a ensuite le site internet Horizon Europe du réseau des PCN français sur lequel nous mettons régulièrement de nouvelles informations. Il y a aussi toutes les interventions que nous faisons au niveau national ou régional et notamment en lien avec le réseau des relais qui est en cours de structuration. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, à nous faire part de vos besoins. Nous essaierons d'y répondre en temps réel et du mieux possible.